Bonjour chers Zitata, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission C'est ça fait nous, une émission au cours de laquelle je reçois un jeune médecin martiniquais, le docteur Guillaume Renard. Bonjour docteur, bonjour Guillaume. Bonjour Jean-Marc, merci de l'invitation. Et merci à vous d'avoir accepté. On sait que vous êtes quelqu'un de plutôt, quelqu'un de discret, quelqu'un qui se concentre particulièrement sur son travail. Exactement. On peut dire sur sa passion. Exactement, c'est ça, sur ma passion. Mais la proposition et le format de l'émission m'ont vraiment donné envie de venir partager avec les téléspectateurs un petit peu mon parcours. Et voilà, donc c'est avec grand plaisir que je suis présent aujourd'hui avec vous. On vous en remercie. Alors vous êtes, je le disais, un jeune médecin martiniquais, une trentaine d'années. C'est ça, bon, un petit peu plus quand même, 34 ans, jeune médecin martiniquais. Je suis rentré il y a 5 ans à peu près, il y a maintenant 5 ans. J'ai fait le choix de rentrer sur la Martinique pour m'installer, pour exercer, et j'exerce au CHU de la Martinique. Alors on le verra, vous êtes orthopédiste. Exactement. C'est une spécialité médicale et chirurgicale. Exactement, oui, c'est une spécialité chirurgicale. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir un petit peu plus longuement là-dessus au cours de l'émission. Une spécialité, oui, que j'ai choisie. Je pense qu'on reviendra sur les raisons un petit peu plus tard. Et vous faites partie, malheureusement, des trop peu nombreux Martiniquais qui reviennent au pays avec un diplôme de médecin. Exactement. C'est vrai que depuis que la faculté de médecine a ouvert aux Antilles, ça a permis à pas mal de Martiniquais et d'Antillais de revenir exercer sur leur département d'origine. Mais malheureusement, on constate chaque année que, notamment dans les spécialités médicales et chirurgicales, nous sommes très peu nombreux à rentrer exercer sur la Martinique. Donc il y a un travail à faire de ce côté-là pour rendre nos établissements de soins plus attractifs et puis donner envie à nos jeunes de revenir exercer, tout simplement. Alors on va commencer par votre parcours de vie à travers notre rubrique Kimounouye. Alors, Kimounouye ou sans docteur, comme on disait souvent à l'époque, docteur, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être aujourd'hui médecin? C'est une fierté déjà, puisque effectivement la profession de médecin en tant que telle est quand même une profession de service public. On exerce un métier qui rend service à la population. Donc c'est quelque chose qui, je pense, est assez gratifiant et on a vraiment le sentiment de venir en aide, d'apporter une solution aux problèmes, aux petits, aux gros problèmes de la population. Et c'est quelque chose qui est assez gratifiant. Et alors on sait que c'est plutôt le cas du médecin généraliste qui est souvent aussi un écoutant, quelqu'un auquel on va se confier, quelqu'un souvent à qui on demande conseil. Ce n'est pas forcément votre cas, même si vous avez peut-être des patients avec qui vous avez noué des relations proches. Ce lien social au niveau de la médecine, vous le ressentez encore aujourd'hui? Bien sûr, on le ressent, il est très présent, surtout dans notre société martiniquaise. C'est vrai que en tant que spécialiste, en tant que chirurgien orthopédiste, il y a moins la notion de proximité que peut avoir, par exemple, un médecin généraliste qui suit des patients depuis des dizaines, des vingtaines d'années. Mais il y a quand même la proximité nécessaire, puisque ce sont des patients qui nous confient, je dirais peut-être pas leur vie dans la spécialité que j'exerce, mais en tout cas qui se confient à nous et qui nous font confiance. Donc il y a forcément cette relation de proximité, de confiance qui se tisse entre un patient et son médecin. Alors on va découvrir un petit peu comment cette vocation vous est venue à travers les différentes photos. On va en voir une première, bien entendu, on commence par le début. Le petit Guillaume, alors racontez-nous cette photo. Alors effectivement, ça c'est une photo de mon enfance. Donc je suis originaire de Sainte-Marie, donc Nord-Atlantique. Je ne sais pas quel âge j'avais là, je pense que je devais avoir peut-être 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. J'ai grandi à Saint-Jacques, donc à la campagne. On peut dire que pour un gamin, grandir à la campagne, c'est un peu comme un parc d'attractions, quoi, en gros.
Donc, non, j'ai eu une enfance plutôt heureuse, on va dire, avec tout ce que la campagne peut apporter à un enfant, la pêche, la chasse, les copains, la famille, les cousins, etc. Donc, La nature, la nature, très important. exactement, très très important. C'est vrai que le Nord-Atlantique peut paraître parfois un peu excentré ou une fois qu'on a une activité sur le centre, mais je pense que c'est quand même fondamental de garder des attaches et puis ça permet aussi de se ressourcer. Quand on s'éloigne un petit peu de la routine quotidienne de l'usine qui est le boulot au quotidien, ça permet un peu de se ressourcer le week-end, de se détendre un petit peu et de changer de cadre. Quel souvenir vous gardez de votre enfance? Bon, là, vous aviez 2 ou 3 ans, mais par la suite, vous avez continué à vivre à Sainte-Marie, à Saint-Jacques? Oui, je suis resté sur Sainte-Marie jusqu'à mes 18 ans. Donc Vous avez jusqu'à ce fait que... collège, lycée dans le Nord-Atlantique? Exactement, lycée au lycée de Trinité. Mhm. Au lycée de Trinité. Et oui, je suis resté sur Sainte-Marie jusqu'à mes 18 ans et jusqu'à ce que je parte faire des études. Donc voilà, non, un souvenir très... je pense que c'est une période de ma vie qui a forcément influencé la personne que je suis aujourd'hui. Donc on a des attaches très importantes au niveau du Nord-Atlantique et de Sainte-Marie. Une enfance plutôt animée, heureuse, festive. C'était comment? Quel souvenir vous en gardez? Un très bon souvenir, hein. Honnêtement, je pense que ça fait partie des périodes les plus agréables, on va dire, de la vie où on a cette insouciance, où on se préoccupe, enfin les préoccupations sont vraiment légères, j'ai envie de dire. Donc non, une enfance très heureuse, entourée de cousins, d'amis, de voisins, avec toutes les activités que réserve la campagne. Donc non, très heureuse. Qu'est-ce qu'on faisait, par exemple, comme espièglerie, comme petite chose interdite par exemple, aller se baigner, on sait que la mer de Sainte-Marie n'est pas forcément très praticable, on va dire. Il vous est arrivé d'aller vous baigner à Sainte-Marie? Ça m'est arrivé, pas souvent, mais ça m'est arrivé. Après, je pense aussi à toutes les virées qu'on faisait à vélo dans les quartiers, sans que les parents soient forcément au courant. Avec les copains. Il y avait un vrai lien social. Oui, il y avait un vrai lien social, beaucoup de proximité avec tous les jeunes du quartier. On vivait ensemble, quoi. Donc c'est vrai que je pense que de nos jours, c'est peut-être ce lien-là qui se perd un petit peu avec les nouvelles générations, mais à l'époque, c'était vraiment une fraternité, on vivait vraiment ensemble, quoi. Alors on va voir dans quel environnement familial vous avez grandi avec la photo suivante. Donc je vous laisse la décrire. Alors cette photo, je pense que c'est l'une des rares photos où on est tous ensemble. Donc là, c'est votre famille proche. Ça, ma famille proche. Donc il y a mon père à gauche, d'ailleurs qui regarde très souvent Zitata, donc je profite pour lui faire un petit coucou. Je pense qu'il regarde l'émission. Et puis ma mère et mes 2 sœurs. Voilà. C'est vrai que j'ai eu la chance, on va dire, de grandir dans une famille où il y a un écart quand même assez important entre mes sœurs et moi, donc j'aime bien dire que j'ai eu la chance d'avoir 3 mamans, par exemple. Donc, elles sont plus âgées, donc. Elles sont plus âgées, ouais. Il y a un écart. Et vous, le petit dernier? Voilà, le petit dernier. Donc il y a quand même cette proximité, cette unité. On est vraiment proches. Et je pense que c'est une chance d'avoir une famille comme ça autour qui soutient, qui encourage, quels que soient les projets, quelles que soient les idées, les ambitions qui sont là derrière et qui poussent. Donc, vos parents faisaient quel métier ou font quel métier? Alors, mon père était ou est agriculteur, parce que je pense que c'est une profession où c'est difficile de décrocher. Donc mon père est agriculteur et ma mère est institutrice. D'accord, donc vous avez une famille, une maman fonctionnaire, un papa qui était plutôt lui, qui travaillait de ses mains en fait. Exactement. Et qui faisait quoi comme Alors au début un peu de maraîcher et puis surtout de la banane. Surtout de la banane, voilà. Après il a eu aussi, j'ai été un peu bercé on va dire dans le milieu politique puisqu'il a eu aussi
une activité politique. Quand on s'appelle Renard, dans le Nord-Atlantique, c'est presque voilà, inévitable. c'est ça. C'est comme une fatalité, on va dire. Donc, il a été conseiller général sur Sainte-Marie pendant plus d'une vingtaine d'années, je crois. Donc, et très tôt, des campagnes électorales, c'est quelque chose que je connais depuis tout petit. Agriculture, produits maraîchers, bananes, on pense forcément au chlordécone. Est-ce qu'il y a été confronté lui aussi? Malheureusement, tout le Nord-Atlantique, forcément en terre de bananes, a été confronté au chlordécone. Donc, c'est quelque chose qui... Il en parle aujourd'hui? Oui, il en parle. Il en parle, pas énormément. Avec quoi? Avec colère, avec... Je pense que c'est toutes les personnes qui ont été confrontées à cette problématique-là en parlent plutôt avec regret, parce que je pense qu'à l'époque, l'usage et les conséquences surtout de l'usage de cette molécule-là n'étaient pas connues. Donc les personnes qui l'ont utilisée n'avaient pas conscience qu'ils mettaient leur santé en danger en utilisant ce type de molécule-là. Donc je pense qu'il y a un peu de regret, un peu de... Voilà, mais malheureusement, ce qui est fait est fait et je pense qu'il faut avancer. Je reviens à la famille. Ouais. Quelle éducation avez-vous reçue? Plutôt ouverte, stricte Bon, je dirais pas forcément stricte. Le martinet de temps en temps? Non, quand même pas. Quand même pas, mais comme je vous disais, ma mère était institutrice. Donc, l'éducation avant tout, quoi. L'éducation avant tout, le respect. On a eu la chance, mes sœurs et moi, d'avoir des valeurs qui nous ont été transmises, des valeurs importantes et qui nous guident chaque jour dans notre vie, que ce soit personnelle ou professionnelle, je pense. Donc tout ce qui est intégrité, engagement, loyauté, travail aussi. Moi, j'ai tout de suite été sensibilisé à la valeur travail, au mérite aussi. Donc tout ça, ce sont des valeurs qu'on a eu la chance d'avoir et qui ont une valeur inestimable en fait. Voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, vos parents ont, je suppose, des frères et sœurs, vous avez des oncles et tantes? Oui, est-ce qu'il y avait aussi cet échange de valeurs à travers les oncles et les tantes, les frères et sœurs de vos parents? Oui, bien sûr. Je pense mais surtout du côté de ma mère, ils sont issus d'une famille assez nombreuse, on va dire d'une famille simple voilà, de Sainte-Marie, où la valeur travail a été un des fondements de leur éducation aussi, de par les exemples qu'ils ont eus de mon grand-père, ma grand-mère. Donc effectivement, ce sont des valeurs en tout cas qu'on partage au sein de la famille, entre cousins, cousines. On a tous eu à peu près une éducation un peu similaire, donc voilà, on partage ces valeurs-là. Et l'école, alors, est-ce que le jeune Guillaume était un bon écolier, un bon élève? J'avais plutôt intérêt quand même, avec ma mère derrière. Donc c'est vrai que j'ai toujours été poussé à travailler, à viser l'excellence. Donc oui, je m'en suis plutôt bien sorti, on va dire. Mais vraiment, la motivation, le travail, c'est quelque chose qui nous a été inculqué dès le départ et qui m'a aidé pour la suite de mon parcours. Alors, la vocation de médecin, la vocation pour la médecine plutôt, elle arrive à quel moment? Je pense qu'elle arrive... Alors au début, quand j'étais plus jeune, donc forcément enfance à la campagne, j'étais plutôt orienté vers la médecine vétérinaire, soigner les animaux, etc. Voilà. On chasse et on pêchait, mais on aimait bien aussi soigner les animaux, voilà. prendre soin d'eux. Voilà. C'est quelque chose qui me parlait en tout cas. Et puis je pense que, bon, forcément, génération télévision aussi, il y a eu l'influence des premières séries médicales et Urgence, exactement. Par exemple, voilà. C'est typiquement ça. Je suis une génération Urgence. J'ai grandi avec cette série-là. Forcément, il y a eu de la projection, il y a eu
des personnages, enfin voilà, qui ont influencé mes choix par la suite, mais c'est vraiment une série en tout cas qui, je pense, a eu une importance capitale dans mes choix. Vous ressemblez d'ailleurs un petit peu à ce fameux docteur, alors si je me souviens plus, c'est Benson, enfin le fameux Benton, docteur ouais, d'urgence, exactement. qui a été, même pour nous qui n'étions pas forcément voués à la médecine, C'est un ça. modèle, enfin quelqu'un qui Exactement. représentait Un un peu la personnage réussite. fort Voilà. et surtout un personnage d'afro-américain dans ce genre de série-là. Et c'est vrai que c'était un exemple. Donc voilà. Et pourquoi l'orthopédie alors? L'orthopédie, vous allez nous dire précisément ce que c'est, mais bon, d'abord pourquoi l'orthopédie? Alors pourquoi l'orthopédie? Parce que très tôt, pendant mes études médicales, je me suis rendu compte que j'étais plutôt attiré par tout ce qui avait un petit peu d'action, qui bougeait un petit peu. Et la spécialité médicale en tant que telle, je trouvais qu'il n'y avait pas assez, de rythme, ça ne bougeait pas assez en fait. Donc c'est pour ça que, et puis bon, je suis un peu manuel aussi, donc c'est pour ça que la chirurgie, ça m'a tout de suite attiré. Ouais. Parce que tous les orthopédistes ne sont pas chirurgiens. Si. Si, tous sont chirurgiens. Si. D'accord, Ouais. très bien. C'est une spécialité chirurgicale, mais bon, j'avais le choix entre d'autres spécialités chirurgicales ou même des spécialités médicales. Donc c'est vraiment le côté, puis bon, passer du temps au bloc opératoire, l'ambiance, le climat, tout ça. Le stress aussi un peu? Le stress, oui, mais je pense Positif. que oui, le stress positif, parce que j'ai quand même la faculté de pouvoir gérer le stress et justement d'en tirer quelque chose, une motivation supplémentaire et travailler sous pression, dans le stress, c'est pas quelque chose qui m'a particulièrement embêté au cours de mon parcours, ni jusqu'à maintenant. Combien d'années d'études alors? Waouh, on va dire 12 ans, 13 ans. Mais bon, je pense que c'est quand même important de préciser aux téléspectateurs que même si les études sont longues, mais une fois qu'on est interne, on commence vraiment à travailler. Donc pour moi, l'internat, c'était l'apprentissage vraiment de son métier sur le terrain. Mais on n'a plus vraiment le statut d'étudiant scolaire sur les bancs de la fac, avec des devoirs, des examens, des choses comme ça. Non, on apprend vraiment son métier et puis on commence à gagner un petit peu sa vie aussi. Donc je dirais 6 ans vraiment d'études scolaires, entre guillemets, universitaires. Et puis après 5-6 ans de pratique vraiment et d'apprentissage de son métier sur le terrain, quoi. En Martinique et ailleurs ou tout de suite ailleurs? Alors, j'ai fait ma première année de médecine à la faculté de médecine de Martinique. Et puis à l'époque, il n'y avait qu'une seule année. Donc il n'y a toujours qu'une seule année en Martinique, mais les deuxième et troisième années sont sur la Guadeloupe actuellement. Mais à l'époque, il n'y avait qu'une seule année Antilles-Guyane. Et dès la deuxième année, on partait tous sur Bordeaux. Voilà, donc j'ai fait 5 ans sur Bordeaux. J'ai passé le concours de l'internat. J'ai choisi ma spécialité chirurgicale et j'ai choisi de rentrer en Martinique pour mon internat, de rentrer aux Antilles, puisque c'était l'internat Antilles-Guyane. Et donc je suis rentré, j'ai fait 2 ans de chirurgie en Martinique. Et puis je suis parti 2 ans sur Toulouse pour compléter un peu ma formation, voir un petit peu d'autres pratiques, d'autres techniques, et puis par en faire un peu mon parcours. Et puis à l'issue de ces 2 années sur Toulouse, je suis rentré définitivement sur la Martinique. Alors on va voir justement la photo de la prestation de serment, le serment d'Hippocrate. C'est ça. Alors décrivez-nous un petit peu le souvenir que vous en avez. Beaucoup d'émotions, hein. Beaucoup d'émotions, puisque c'est un peu concrétiser tout un parcours fait de sacrifices, de beaucoup de travail, beaucoup de périodes de doute aussi, puisque la formation est difficile. En 6e année, on passe un concours qui est national avec plus de 7000, 8000 personnes qui... 7000 Ouais. À l'époque, on était 7700, je crois, quelque chose comme ça. Donc, beaucoup de doutes, beaucoup de pression. Parce que ce sont des études qui sont quand même... qui demandent beaucoup d'investissement. Voilà. Donc, pour moi, c'était un peu concrétiser tout ça. C'était la fin d'un parcours initiatique, je dirais. Et voilà,
pouvoir accomplir tout ça devant la famille, devant les amis. C'est Comment on ressent en fait comment passe l'émotion? Comment est-ce que est-ce qu'on est véritablement concentré sur sa prestation de serment ou alors on pense à tout l'environnement, à la famille qui est là, au fait que ça soit une forme d'accomplissement quelque part? Bon, il y avait quand même beaucoup de pression à ce jour-là, donc j'étais Ça quand vous est même arrivé quand même focus. d'être un Oui, petit peu, voilà. ça m'est arrivé d'avoir un peu de pression. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent dans ma tête, mais j'ai pu le temps de la soutenance de la thèse mettre ça un petit peu de côté. Et puis le serment lui-même qui vient conclure la soutenance, c'est un peu le moment où la pression, on relâche la pression, où on se rend compte vraiment de l'engagement qu'on est en train de prendre, parce que c'est quand même un texte fort, hein, le serment d'Hippocrate. Donc voilà, il y a l'émotion, il y a la pression, il y a tout ça qui se mélange un petit peu, mais un souvenir inoubliable. Ouais. Ouais. Vos parents, vous vous souvenez de leur réaction ce jour-là? Une petite larme? Non, petite larme, je crois pas. On n'est pas de nature très expressive, on va dire, mais je pense qu'il y avait quand même de la fierté de voir parce qu'il y a quand même un investissement aussi des parents, hein. Bien sûr. Un investissement des parents qui ont été là, qui ont été présents, qui m'ont donné la chance de pouvoir aller au bout de mes ambitions. Donc je pense qu'il y a quand même cette fierté-là aussi qui ressort à ce moment-là. Vos grandes sœurs, comment elles ont accueilli leur jeune frère médecin, spécialiste? Je pense pareil, hein, aussi de la fierté, peut-être un peu plus d'émotion, puisque par rapport à la proximité qu'il y a aussi entre nous, c'est un peu voir le petit frère devenir grand. Donc je pense qu'il y avait beaucoup d'émotions et beaucoup de fierté aussi. Aujourd'hui, quel rapport vous avez gardé avec vos sœurs, justement? Très proche, Oui. ouais. Très proche. Il y a quel écart d'âge entre vous? Il y a 12 et 14 ans. Ah oui, quand même. Ouais. Donc non, on est assez proches. Je pense que quelles que soient les décisions importantes que j'ai à prendre, c'est quand même, elles sont toujours de bons conseils et je sais que j'ai toujours des personnes sur qui je peux compter pour des décisions importantes. Donc je pense que c'est une chance quand même d'avoir des gens de confiance comme ça autour de nous. Et voilà. Pas encore d'enfants? Non, pas encore. En projet? Pas encore. Non plus. Pas encore, mais on va dire qu'il y a beaucoup de choses à faire avant. Donc, Vous êtes avant tout passionné par votre métier? C'est ça, passionné par mon métier, passionné par d'autres projets. Mais voilà, je pense que j'ai la chance d'avoir un petit peu de temps encore devant moi. Donc, voilà. Alors on va voir justement la concrétisation de votre formation et de votre diplôme d'orthopédiste. Là, on est en bloc opératoire. Vous avez le temps de faire un petit coucou. Alors, racontez-nous un petit peu, là, vous êtes en pleine intervention. Hein. Là, je suis en pleine intervention. Je vous avoue que je ne me rappelle pas exactement de quel type d'intervention il s'agissait, parce que la photo est un petit peu ancienne. Vous l'avez aussi derrière moi. Vous l'avez aussi derrière moi. Voilà. La photo est un petit peu ancienne, mais oui, le bloc opératoire. Donc là, vraiment le chirurgien orthopédiste. Donc c'est une passion, comme on disait en début d'émission. L'orthopédie, ça a été rapidement une passion pour moi. Je n'étais pas forcément parti pour ce type de chirurgie-là. Je savais que je voulais faire de la chirurgie, que je voulais être chirurgien, passer du temps au bloc opératoire, etc. Mais c'est vraiment au cours de mon internat que j'ai attrapé le virus de l'orthopédie, on va dire. Je ne sais pas si c'est bien de parler de virus en cette période-là, mais bon. Et vraiment, c'est une passion. Qu'est-ce qui vous plaît, justement? Alors, vous nous avez dit que c'était le côté action, aussi un petit peu tout ce que vous avez vu à travers les séries, mais ça reste quand même, vous gérez, entre guillemets, des traumatismes et parfois des fractures, des choses qui peuvent être très graves. On sait que malheureusement, on a notamment des motards qui souffrent souvent de multiples fractures quand ils ont malheureusement un accident. Ça ne nous a jamais effrayés, en fait. Non, c'est plutôt... Non, au contraire, je trouve que c'est quelque chose qui est stimulant parce que c'est une spécialité qui est tellement vaste qu'on ne sait jamais, notamment sur la traumatologie, on ne sait jamais à quoi s'attendre, sur quoi on va tomber.
chaque intervention est différente de la précédente. Donc il y a quand même un panel d'actes et d'interventions qui diversifie un peu la pratique. Ouais. Il faut préciser aussi quand même pour les téléspectateurs que la spécialité que j'exerce est divisée en deux parties. D'un côté, la traumatologie, donc tout ce qui est accidentologie, que ça soit domestique ou routière. Ou Globalement, voilà. les fractures, on va dire. Exactement, des fractures, des plaies, ce genre de choses-là. Et puis l'orthopédie, donc qui concerne tout ce qui est toutes les pathologies ostéo-articulaires, ligamentaires, tendineuses, mais qui ne relèvent pas de l'urgence. Donc que ce soit les pathologies du vieillissement, comme tous les problèmes d'arthrose, etc., ou des pathologies traumatiques sportives mais non urgentes. Donc je pense notamment aux sportifs qui se font des traumatismes méniscaux, ligamentaires, etc. Donc il y a cette partie-là aussi. Est-ce qu'en Martinique, on peut dire qu'on a davantage de problèmes orthopédiques qu'ailleurs, ou est-ce que globalement, de ce que vous avez vu de l'extérieur, on retrouve à peu près les mêmes... Alors, on va dire qu'en Martinique, on est quand même en proie à une activité de traumatologie assez lourde, notamment au CHU, puisqu'on est le seul endroit qui assure la continuité et la permanence des soins, donc qui prend en charge les urgences de la Martinique, et même parfois, dans notre cas, au niveau de l'orthopédie, on est référent sur le bassin caribéen, donc pour tous les voyageurs européens à qui il arriverait un traumatisme quelconque sur la Caraïbe. Nous sommes le centre de référence. Sur un paquebot de croisière, par exemple, ça a dû arriver. Oui. Exactement, ça nous est déjà arrivé à plusieurs reprises. Donc nous sommes centre de référence et nous prenons en charge ces patients-là. On a un accord avec les assurances, Europe Assistance, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une activité de traumatologie qui est assez lourde. On a parlé tout à l'heure des motards également. Exactement. On sait qu'il y a beaucoup de deux roues en Martinique, malheureusement. Il y a beaucoup de deux roues en Martinique. C'est vrai qu'en Martinique, les motards n'ont pas forcément l'habitude de porter des équipements de sécurité. Ouais. Donc on voit souvent des motards passer sans casque, sans gants, en tongs, à faire des deux roues sur l'autoroute. Donc bon, c'est sûr que une roue même, hein. Des deux roues. Je me suis effectivement fait bien de me reprendre à faire des roues arrière sur l'autoroute. Donc c'est vrai qu'on se retrouve avec une activité de traumatologie qui est assez importante, assez lourde, avec des complications importantes, des séquelles dues à ces traumatismes-là importants. Donc c'est vrai qu'il y a un travail de sensibilisation qu'on essaye de faire à notre niveau. Et voilà, mais on va dire que le chemin est encore long pour qu'il y ait une prise de conscience de la dangerosité, de la gravité du comportement un peu que les motards notamment peuvent avoir sur nos routes. Alors on va parler un petit peu plus largement de votre regard sur la société martiniquaise à travers la rubrique Matinique. Alors en préambule, quel regard vous portez, vous, jeune Martiniquais, au-delà même de votre métier, sur la société martiniquaise aujourd'hui? On est en pleine période, on peut dire, au moment où on enregistre cette émission, on est encore en plein conflit social avec des émeutes, des destructions, des attaques, beaucoup d'agressivité, on va dire globalement, dans la société martiniquaise en ce moment, et de grosses difficultés aussi à trouver des issues. Quel regard vous portez plus globalement sur la société martiniquaise aujourd'hui? Alors c'est vrai que la période est très compliquée, hein, la période que l'on vit actuellement, avec tous ces conflits sociaux, avec des revendications qui sont entendables, qui pour un bon nombre sont légitimes, à mon sens, même si la manière, la forme est plus que discutable, mais force est de constater qu'en Martinique, on a de grosses problématiques qui sont présentes depuis des dizaines d'années et qui, malheureusement, actuellement, je pense, sont arrivées à leur apogée. Et la crise qu'on est en train de vivre, la crise sanitaire qu'on est en train de vivre depuis 2 ans, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc c'est vrai qu'à Martinique, on est un département vieillissant. D'ici une dizaine d'années, je pense même moins que ça, on sera le département le plus vieux de France.
On a un problème d'exode massif de nos jeunes aussi. On fait moins d'enfants et nos jeunes s'en vont. On fait moins d'enfants, nos jeunes s'en vont, surtout nos jeunes diplômés, et ne reviennent pas. On sait aussi que chez les moins de 30 ans, je crois qu'on est à pratiquement 30% de chômage. Ouais. Donc voilà, forcément, toutes les problématiques sociales, c'était évident qu'à un moment, ça serait remonté sur le devant de la scène. Donc je pense qu'effectivement, on est conscient de ces problématiques-là, même si elles sont effectivement sur le devant de la scène, il y a quand même des choses qui vont bien en Martinique, et je pense que c'est important de le dire. Il y a une jeunesse qui entreprend. Il y a une jeunesse qui entreprend, qui crée. Un exemple devant nous. Hein. Qui crée. Et je pense que c'est important à souligner, à soutenir. Donc, il n'y a pas que des choses qui vont mal en Martinique. Il y a des constats qui sont faits et des solutions qu'il faut trouver. Mais, Parmi vos amis, par exemple, vous en avez qui sont sans doute en Martinique, d'autres qui vivent peut-être ailleurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ceux qui ne veulent pas revenir aujourd'hui vous disent quoi? C'est vrai qu'il y a le discours où on relève le manque d'offres d'emploi en Martinique. C'est vrai que dans mon entourage, en tout cas, j'ai beaucoup d'amis diplômés d'écoles supérieures, souvent, qui ont du mal à trouver du travail en Martinique. Je pense qu'il y a peut-être un manque de visibilité aussi des offres d'emploi dans le secteur supérieur pour ce genre de profil-là. C'est vrai qu'il y a aussi le discours disant que la Martinique est un peu enclavée, que c'est compliqué de bouger, d'avoir de la mobilité sur les internationales ou même intracaribéennes. Même sur les îles voisines, oui. Donc il y a aussi ce discours-là qui est entendable. Donc c'est surtout ça. Mais vous, par exemple, vous avez voulu revenir, ouais. Vous vous êtes installé en Martinique, alors peut-être que vous allez un jour partir, mais globalement, qu'est-ce qui vous a motivé à revenir ici? Moi, mon projet professionnel, on va dire, était clair dès le départ. Je savais, dès mon départ de Martinique, je savais que je serais rentré exercer ici. Je pense que j'ai une affection particulière à la Martinique qui m'empêche d'aller exercer ailleurs. Donc, dès le départ, je savais que je serais rentré. On l'a dit, mais je pense que les valeurs familiales qui m'ont été transmises aussi, la valeur engagement est prédominante. Ouais. Et pour moi, c'était juste logique de revenir et de mettre mes compétences au service de la population martiniquaise à mon niveau. Donc pour moi, c'est un juste retour des choses. Parce qu'au-delà de votre passion, il faut aussi que vous trouviez dans l'autre vie, celle qui n'est pas liée à votre métier, des raisons de rester en Martinique. Vous arrivez aujourd'hui à ne pas vous ennuyer. Oui, aujourd'hui, j'arrive à jongler. Je suis assez occupé au travail, en dehors du travail, pour ne pas m'ennuyer. Vos passions, par exemple, vos hobbies en dehors du travail? J'aime beaucoup le football. Malheureusement, je n'ai pas forcément le temps de pratiquer, mais en tout cas, j'adore le foot. La plaisance aussi, c'est quelque chose qui me passionne. En plus, on a un petit groupe de copains qui partagent la même passion que moi. Donc il y a de quoi, selon vous, il y a de quoi aujourd'hui ne pas s'ennuyer. Il y a de quoi faire, il y a de quoi ne pas s'ennuyer. Il y a beaucoup d'activités à faire, que ce soit à randonnée. Il y a toutes sortes d'activités à faire. Et des engagements, on va peut-être y revenir plus tard, parce que je sais que vous avez des projets, mais en dehors de ça, il y a des choses qui vous mobilisent aussi en termes d'engagement personnel? On va dire qu'il y a une question qui me tient vraiment à cœur, c'est la question de la jeunesse. Voilà. Et je pense qu'on va revenir là-dessus après, mais effectivement, trouver des solutions pour maintenir nos jeunes en Martinique, pour leur donner envie de rester, et puis on parlait d'attractivité, mais pour rendre la Martinique tout simplement plus attractive, je pense que c'est un des enjeux des années à venir pour nos jeunes. Alors, on va avoir un titre d'article, plutôt un article de l'INSEE sur, on revient là aux questions de santé, 1/3 des Martiniquais sont limités dans leurs activités pour raison de santé. Alors ça date de 2019.
même la publication est de septembre 2021. Et là, on se rend compte vraiment d'une espèce d'évolution négative au niveau de la santé en Martinique. On a parlé du vieillissement de la population, mais même pour des jeunes aujourd'hui, on se rend compte notamment que beaucoup d'entre nous sont en surpoids. Il y a un problème d'alimentation, de nutrition probablement également. Il y a un problème aussi de manque de pratiques sportives. Quel regard vous portez sur cette réalité? Parce que c'est une réalité. Non, j'ai vu cet article qui est effectivement probant, hein. Il me semble qu'il disait qu'il y avait plus de 50% des plus de 15 ans qui étaient en surpoids oui, tout à et fait. 20% en situation d'obésité. Donc c'est sûr qu'en Martinique, on a des pathologies qui sont surreprésentées par rapport au national, notamment l'obésité, le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, toutes ces choses-là, qui sont vraiment des fléaux de santé publique à l'échelle de la Martinique. Il y a un gros travail de prévention qui y est fait, notamment au niveau du tissu associatif, et même au niveau de la communauté médicale. Je pense que c'est important. On le voit maintenant, la pratique sportive est devenue une prescription médicale, c'est devenu un traitement à part entière. Donc il y a des changements de mode de vie, de mode de fonctionnement, notamment on consomme énormément d'aliments transformés. Donc il y a toute cette prise de conscience-là qui doit y avoir au niveau des Martiniquais. C'est sûr que l'obésité, et surtout dans ma pratique quotidienne, c'est un fléau. Je pense qu'aujourd'hui, allez, à la louche, 80% des patients que je vois en consultation sont en surpoids. Ouais. C'est Donc énorme. Je me retrouve à faire de avec des problèmes l'éducation forcément thérapeutique. articulaires notamment. Bien sûr, avec des problèmes articulaires, avec des problèmes d'arthrose, donc de vieillissement précoce, prématuré des articulations portantes. On comprend bien que quelqu'un qui fait 120 kg pour 1m70, au bout d'un moment, nos articulations ne sont pas faites pour avoir des contraintes aussi importantes pendant des dizaines ou des vingtaines d'années. Donc c'est sûr qu'on retrouve des pathologies liées au vieillissement et à la destruction articulaire dans notre population qui sont plus présentes qu'à l'échelon national, par exemple. Et est-ce que génétiquement, on a en plus des articulations fragiles ou non? C'est vraiment le problème de surpoids qui provoque ça? Alors non, il y a notamment des études qui ont été menées sur, je parle de l'orthopédie, mais sur l'anatomie au niveau des hanches et du bassin de la population afro-caribéenne. Et on se rend compte que justement, on a des particularités anatomiques qui seraient protectrices plutôt vis-à-vis de la destruction des articulations des hanches, par exemple. Pour vous donner un exemple, ici, chez les personnes âgées, on a un ratio qui doit être d'à peu près 60% de gonarthrose, donc d'arthrose des genoux par rapport souvent les deux genoux en même temps. Souvent les deux genoux, par rapport aux articulations de hanches, alors que le ratio est complètement inversé sur l'hexagone, donc sur des populations de type caucasienne. Donc voilà, mais je pense, c'est sûr que le surpoids et le fait d'être sédentaire aggrave, accentue ce genre de pathologie-là. Donc la prévention, c'est de l'activité, alors sportive ou physique, alors je ne sais pas quelle différence on peut faire, parce qu'on pense souvent que sportif, c'est de la compétition, etc., mais enfin, en tout cas de l'activité physique. Est-ce que la marche, par exemple, suffit? Parce qu'on entend beaucoup de gens dire « je marche beaucoup et je ne maigris pas ». C'est peut-être parce qu'on ne marche pas assez vite. Alors c'est vrai que la marche sportive a un rôle important, c'est une activité sportive à part entière. Mais la marche sportive, c'est 7-8 km/h, enfin il faut marcher vite. Quoi. Il faut marcher, il faut avoir un bon rythme quand même, effectivement. Mais de toute façon, je pense qu'il faut considérer toute activité physique dès que quelqu'un sort de chez lui, même marche 10 minutes, 15 minutes, quel que soit le rythme, c'est déjà même bien. Sortir son chien pour mener son chien, c'est déjà une activité physique. Exactement. Même sortir son chien ou se promener dans le quartier, c'est quelque chose qui, c'est déjà une activité physique et c'est mieux que rien. Et donc, ne pas tout faire en voiture, même quand c'est à 200 mètres de chez soi. Exactement, et puis même pour la planète, c'est quelque chose de bien. Donc voilà, et puis bien sûr, il n'y a pas que l'activité sportive, tout ce qui est règles hygiéno-diététiques aussi, c'est quelque chose qui est important.
On parlait d'alimentation transformée, donc il y a des efforts aussi à faire de ce côté-là. Est-ce que, par exemple, vous considérez, vous n'êtes pas nutritionniste, mais vous pouvez donner votre avis d'observateur et même de médecin, est-ce qu'aujourd'hui les légumes pays, dachine, igname, banane jaune, sont moins bons ou moins mauvais pour la santé que les pâtes, le riz et les autres féculents? Vous parlez à un fils d'agriculteur, là, Oui. donc j'ai plutôt intérêt à bien répondre, sinon on va me tirer les oreilles. Non, mais moi je suis un fervent partisan de manger local, donc les légumes, l'agriculture locale, pour moi c'est quelque chose qui doit être développé dans les conduites alimentaires, en tout cas au niveau de la Martinique. Donc, Et est-ce que vous prenez aussi, vous considérez aussi qu'effectivement il faut un véritable équilibre entre les féculents, les légumes verts, la viande? Est-ce qu'aujourd'hui il faut effectivement aller vers moins de consommation de viande? C'est une question pour laquelle j'ai un peu de mal à répondre en tant qu'amateur de viande. Mais c'est sûr que il faut privilégier une alimentation équilibrée et peut-être varier aussi les apports en protéines. Voilà, donc c'est la viande, le poisson, les légumes verts, les fibres, etc. Et puis faire attention aux quantités, je pense aussi. Faire attention aux quantités, voilà. Ça c'est sûr. Ne pas manger avec les assiettes américaines king size. Ne pas manger avec les assiettes king size, avec de la sauce à tout va, un demi-fouille à pain dans l'assiette. Bon. Il faut faire attention aux proportions. Et vos patients entendent ça quand vous voyez par exemple arriver un patient qui fait 120 kg, comme vous le disiez, pour 1m70, 1m80. Bon, bien entendu, ce sont d'abord ces articulations, ces os que vous allez examiner, mais vous faites aussi passer un message sur la diététique, sur la nécessité de faire attention à ce qu'on mange. Bien sûr, je pense que c'est notre rôle en tant que professionnel de santé. Moi, je passe les 2/3 de mon temps en consultation à faire comprendre aux patients que perdre du poids, c'est un traitement. Donc c'est vrai que parfois c'est difficilement entendable. Quand on a un problème physique et qu'on vient voir un chirurgien, on s'attend à une réponse, une opération ou telle chose ou telle chose. Mais moi je leur explique clairement, et je pense que c'est important de leur faire comprendre ça, que la perte de poids c'est un traitement à part entière. Et je pense plus de 50% des problèmes orthopédiques en tout cas qui les amènent en consultation, ne serait-ce que perdre 5-10 kilos, je sais que c'est pas facile, mais ne serait-ce que perdre une dizaine de kilos, souvent ces problèmes-là sont réglés. Donc pour moi c'est un traitement à part entière, aussi important que des médicaments ou qu'un traitement chirurgical. Alors on parle de l'activité physique, je vous propose qu'on regarde une vidéo et puis on revient à plateau ensuite. Allez le golden, allez la famille. Lavez les pieds, lavez les pieds, tous ces amis. Lavez les pieds, tous ces amis. Allez Julien. Lavez les pieds, tous ces amis. Lavez les pieds, attention. Lavez les pieds, attention, amis. Lavez les pieds, attention, amis. Donc les amis, à côté. Allez mamie, vas-y. Alors vous l'avez compris, c'était le départ du semi-marathon. Alors le dernier qui a eu lieu, c'était 2019. Malheureusement depuis on n'en a pas eu. On remercie Claudel, c'est sur le compte YouTube de Claudel que nous avons emprunté cette vidéo. Donc là on a une pratique de masse, une pratique très populaire. On avait 1100 de mémoire, 1100 inscrits. Alors on a connu des périodes où on avait plus de 2000 inscrits au semi-marathon. Et je voulais avoir votre regard d'orthopédiste en fait, sur la pratique du sport sur route.
On sait que les appuis, les à-coups sont très durs. Alors, bien entendu, tous les gens qui participent au semi-marathon ne s'entraînent pas que sur de la route. Beaucoup s'entraînent sur de la pelouse ou sur du sable. Mais est-ce que c'est typiquement le genre de pratique à éviter, surtout quand on a du poids d'ailleurs? Alors non, je peux pas dire que c'est une pratique à éviter. C'est vrai que le running est une pratique assez courante et importante en Martinique. Quand je disais éviter sur route, hein, sur Oui, le béton. Oui, oui. Je pense que moi je conseille surtout aux patients qui ont déjà des problèmes d'articulation, notamment des patients qui sont surpoids ou qui ont un petit peu d'arthrose ou qui ont des lésions méniscales, ce genre de choses-là au niveau des genoux ou des lésions d'usure, on va dire, au niveau des chevilles, des articulations portantes. Je leur conseille d'éviter la pratique intensive de sport sur du dur, de privilégier les terrains souples, réguliers. Mais pour quelqu'un qui est jeune, en pleine forme, et qui n'a pas de problème, non, il n'y a pas de souci. L'entraînement sur route ou sur du dur. Mais en cas de pathologie d'articulation portante, il vaut mieux privilégier le terrain souple. Alors là, parce qu'on a quand même 21 km 100, c'est la moitié d'un marathon qui fait 42 km 200. Ça veut dire quand même qu'il vaut mieux éviter d'en faire trop dans l'année. Alors encore une fois, ça dépend de l'état de forme, ça dépend du morphotype du sportif, ça dépend de ses habitudes aussi. Si c'est quelqu'un qui enchaîne des dizaines et des dizaines de kilomètres par semaine, ça dépend du rythme d'entraînement, ça dépend de beaucoup de choses, mais non, franchement, moi en tout cas, c'est pas une pratique que je déconseille à quelqu'un de lambda qui n'a pas de problème de santé ou d'articulation. Enfin, il vaut mieux pratiquer la course sur route, le running sur route, plutôt que de ne rien faire. En tout cas, pour la santé, c'est mieux. Ça, c'est sûr, c'est irréfutable. Alors, une question de profane, vraiment, sur le ménisque. Ouais. Ça a toujours été un mystère pour moi, le ménisque. Alors, je pense que je ne suis pas le seul. Hein. Ce n'est ni un os, ni un cartilage, enfin, ni une articulation. C'est une forme de cartilage. Alors, qu'est-ce que c'est? Dites-nous. Et pourquoi on a autant de problèmes de ménisque? Le ménisque, c'est un fibrocartilage. Donc, c'est un cartilage, mais élastique, qui est à l'intérieur du genou. Comme j'explique aux patients, c'est une espèce d'amortisseur entre le fémur et le tibia. Donc il y en a deux par genou. Donc il a vraiment une utilité. Bien sûr, il a une utilité biomécanique évidente. Donc il y en a deux par genou, un ménisque interne, un ménisque externe. Et son rôle, c'est vraiment de répartir les contraintes au niveau du genou. Donc c'est comme un amortisseur entre le fémur et le tibia. On comprend bien que quand l'amortisseur, c'est comme sur une voiture, quand l'amortisseur est abîmé, il y a une souffrance qui se fait au niveau du cartilage, donc du fémur et du tibia. Et à ce moment-là, il faut une intervention? Forcément. Parfois, on l'enlève d'ailleurs. Est-ce qu'on peut vivre sans ménisque? Alors, on peut vivre sans ménisque. Parfois, on est amené à l'enlever. Maintenant, on sait avec du recul et avec les publications scientifiques des 10 dernières années que la règle et le grand principe en chirurgie orthopédique, c'est de sauver le ménisque. Donc, il y a des techniques qui ont été développées de conservation méniscale, de réparation des lésions méniscales. On a entendu parler de cellules souches aussi. Alors effectivement, il y a des techniques un petit peu plus poussées qui actuellement ne sont pas pratiquées dans tous les centres, même au niveau hexagonal. Hein. Donc il y a pas mal de recherches sur ces nouvelles thérapies, on dira, de cellules souches, de matrices extracellulaires, etc. Mais aujourd'hui, en tout cas, la règle pour les patients jeunes, donc quand je dis jeunes, c'est en dessous de 50 ans. Je ne vais pas me faire que des amis là, aujourd'hui. En tout cas, au sens orthopédique du terme, on va dire, en dessous de 50 ans, la règle, c'est plutôt de préserver les ménisques et donc de les réparer, de les conserver. Je vous propose, Guillaume Renard, une autre photo qui vous est familière. Hein, donc là, on reconnaît ce nouveau bloc urgence du CHU de Martinique, alors qui est au cœur de cette crise à la fois sanitaire et sociale. C'est votre lieu de vie et de pratique de votre métier. Que dire du CHU aujourd'hui, à la fois sur le plan des équipements, sur le plan globalement de son organisation? C'est un peu l'endroit où quasiment tous les Martiniquais sont allés une fois dans leur vie, voire plusieurs fois dans leur vie.
Et on a l'impression qu'il est en grande souffrance aujourd'hui. Oui, le CHU est en grande souffrance. Hein. Bon, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, mais c'est vrai que la crise sanitaire qu'on est en train de vivre a vraiment accentué les difficultés qu'on connaissait déjà au quotidien. Et quand je parle de difficultés, c'est difficultés en termes de moyens, difficultés en termes de personnel. Donc c'est vrai que la crise a mis le doigt sur toutes ces problématiques-là qui existaient déjà depuis plusieurs dizaines d'années. Donc actuellement, l'activité, en tout cas, au niveau du CHU, est en grande difficulté. Ça fait pratiquement 2 ans qu'on vit cette crise sanitaire. Il y a de manière inéluctable des retards de prise en charge, dus notamment au niveau du bloc opératoire, puisqu'on est régulièrement en difficulté sur les effectifs, en tension sur certains profils au bloc opératoire, avec des salles qui ferment, des patients, des interventions qui sont différées, annulées Il une nous fois, manque deux fois. de professionnels de médecine et infirmiers et paramédicaux. Bien sûr, on est dans une situation où il y a des spécialités qui sont vraiment en tension. Je pense notamment au niveau des anesthésistes. Il n'en manque pas en tout en France, mais encore plus en Martinique. Donc on a du mal à ouvrir des salles opératoires, on a du mal à avoir une activité régulière, stable, à ne pas différer, encore plus en période Covid, mais à ne pas différer des interventions. On est en manque d'infirmières de bloc opératoire, on est en manque d'infirmières anesthésistes. Donc, il y a véritablement je veux dire, quelque chose d'urgent à faire au niveau de l'hôpital, une autre politique en tout cas. Alors, une autre politique, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un manque de personnel évident. On dit qu'il y aurait trop de personnel administratif et pas assez de personnel médical ou paramédical. Donc il y a peut-être un changement de stratégie à avoir à ce niveau-là aussi. Je pense que sur les 3 dernières années, notamment les années post-administration provisoire, il y a eu pas mal d'efforts qui ont été faits, il y a eu pas mal d'améliorations. Alors, on a une très belle maison de la mère et de l'enfant. On a aussi un beau plateau technique relativement récent et moderne. Exactement. Mais à côté de ça, on n'a pas le personnel forcément pour les faire fonctionner. On a un pôle aussi de médecine nucléaire, un pôle caribéen qui est en train de sortir de terre. Donc, il y a quand même des choses qui vont bien au CHU et je pense qu'il faut le souligner. On a des équipes soignantes qui sont extraordinaires, qui ont fait face à une crise et qui font face à une crise sans précédent. Au chevet et au service des patients martiniquais. Donc il faut quand même souligner ce qui va bien, même si tout n'est pas rose, mais il y a quand même des perspectives d'amélioration et je pense que tout le monde tend à aller dans ce sens-là. Parmi vos collègues médicaux, paramédicaux, vous sentez aujourd'hui une forme de découragement, une forme de lassitude? Ou alors ils restent toujours très motivés pour continuer à faire leur métier dans les meilleures conditions possibles? Honnêtement, il y a quand même un épuisement. Il y a quand même un épuisement. La crise qu'on vit et puis surtout les tensions sociales qu'on a pu connaître et cette espèce de fracture qu'il y a eu aussi au sein des soignants, enfin des équipes en tout cas. Avec la polémique autour du pass sanitaire, oui. On sent bien qu'il y a quand même une forme de lassitude, que les derniers mois ont été très difficiles. Et honnêtement, je pense qu'il faut s'attendre à des départs dans les mois, voire années à venir. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a quand même des jeunes qui s'intéressent, alors pas forcément qu'à la médecine, mais au paramédical par exemple également? Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, qui a envie d'arriver, qui est sur le point d'arriver? Alors, il y a une nouvelle génération qui arrive, on sait, et la crise nous le confirme, que le secteur de la santé, c'est un secteur où il y aura toujours un besoin, où il y aura toujours de l'emploi. Donc, c'est forcément un secteur porteur. Donc, il y a quand même cette volonté-là et cet engouement-là. Et je pense que c'est notre rôle aussi, en tant que professionnel, en tant que médecin martiniquais, d'encourager les jeunes à prendre cette voie-là et puis à revenir surtout exercer chez eux. Très bien, on arrive à la toute dernière partie de notre émission, politique. Alors on va parler davantage de politique de la santé, je vous rassure, on ne va pas vous demander de parler des élections présidentielles ou des élections territoriales récentes.
Bon, on a déjà un petit peu commencé à en parler, hein, la nécessité d'avoir peut-être une nouvelle stratégie au niveau du CHU de Martinique. Mais il y a aussi plus globalement cette question du numerus clausus. On va voir d'ailleurs une photo qui concerne ce numerus clausus. Oui, donc docteur Renard, le numerus clausus, donc on l'a vu, il a été aujourd'hui supprimé. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est que le numerus clausus? Et en fait, en première année de médecine, au départ, il y a une régulation du flux, en fait, avec un pourcentage des jeunes inscrits qui aura accès aux études médicales. Donc, alors je vous dis ça de tête, hein, approximativement, on doit être aux alentours d'une dizaine de pourcents des inscrits, à peu près, peut-être un petit peu plus, qui ont accès à la deuxième année de médecine. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, vu les problématiques qu'on rencontre encore plus importantes à l'échelle de la Martinique sur la démographie médicale, donc on ne peut qu'accueillir cette suppression du numerus clausus comme une bonne nouvelle, même si elle arrive un peu tardivement, puisque les effets à attendre sur cette suppression-là ne seront visibles et palpables que d'ici une dizaine d'années, puisqu'il faut en gros 10 ans pour former un médecin. Donc, et je lisais notamment sur un dossier du Point que le numerus clausus, enfin la suppression du numerus clausus n'allait pas permettre de régler le problème de la désertification médicale, qu'il faudrait de toute façon un certain temps, comme vous le disiez, pour y arriver, et que même à terme, ce serait compliqué en fait pour certaines régions de retrouver un niveau d'offre médicale suffisant. C'est sûr que le problème des déserts médicaux est un problème majeur. On y est confronté en Martinique particulièrement. Oui. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de mesures incitatives qui ont été mises en place. C'est une question extrêmement polémique de l'obligation d'installation des médecins. Donc je pense que une des solutions, c'est de trouver des moyens d'aller encore plus loin sur les méthodes incitatives pour pousser des jeunes à s'installer. Et à l'échelle de notre territoire, c'est de trouver un moyen de capter nos jeunes Martiniquais et de les faire revenir. Parce qu'il y en a énormément qui sont en région parisienne ou dans différents départements sur l'Hexagone. Et on sait que quand on part et qu'on reste 10 ans sur l'Hexagone, c'est plus compliqué de revenir. Donc je pense que ce travail-là, il faut le faire dès le départ, les accompagner, les inciter à revenir, leur montrer qu'en Martinique, il y a un avenir dans la médecine, il y a du boulot, il y a de quoi faire, il y a des patients derrière qui sont... Et puis il y a ce dossier, ce projet pour lequel vous militez, on va voir cette photo, donc d'un CFA santé. Alors expliquez-nous, un contrat pour l'excellence, un CFA santé, c'est déjà une réalité ou c'est encore un... Alors c'est déjà une réalité, c'est plus du tout au stade de projet. Je pense que c'est l'une de mes plus grandes fiertés. On a réussi à monter un centre de formation d'apprentissage, alors on est deux, hein, donc avec Madame Siana Bramban qui assure la direction du CFA. On a réussi à monter le premier centre de formation d'apprentis spécialisé dans le secteur sanitaire des Antilles. C'est assez original de faire de l'apprentissage sanitaire, c'est quelque chose d'assez innovant. Innovant à l'échelle du territoire, oui, parce que on s'est bien rendu compte quand on a fait le tour des spécialistes du secteur que c'était quelque chose qui est complètement inconnu. Mais il faut savoir que l'apprentissage, ça existe depuis plus de 20 ans dans le secteur de la santé sur l'Hexagone. Il y a plus de 17 ou 17 maintenant avec le CFA Santé Martinique. Donc 17 CFA Santé sur l'Hexagone. Il y a plus de 30 formations qui sont accessibles. Alors justement, en apprentissage. Vous formez à quel type de métier? Alors nous, on est en train de boucler notre première rentrée en apprentissage. On a 5 formations. Donc la formation de manipulateur radio en contrat d'apprentissage, la formation de technicien d'analyse en biologie médicale, donc les techniciens de laboratoire en apprentissage, la formation de technicien de bioanalyse et contrôle, donc c'est des techniciens de laboratoire mais plus appliqués au secteur industriel, agroalimentaire, cosmétique, etc., pharmaceutique, et puis 2 formations plus orientées santé publique avec le BTS des métiers de l'eau et puis le BTS bioqualité. Voilà, on a eu la chance d'avoir 2 partenaires qui ont cru en ce projet. Donc c'est un projet spécifiquement privé, uniquement privé. C'est ça. Donc on a 2 partenaires qui sont le lycée de Bellevue et le lycée du Lorrain. D'accord, donc avec des moyens publics malgré tout. Exactement.
qui ont... Mais que vous avez vous-même financé avec des partenaires. Donc, en fait, c'est la particularité des centres de formation en apprentissage dans le secteur santé, c'est qu'il y a une organisation hors les murs, c'est-à-dire qu'il y a des partenariats qui se font avec des établissements d'enseignement qui existent déjà, mais le CFA offre l'accès à l'apprentissage aux jeunes qui sont déjà au sein de ces établissements-là, avec tous les avantages de l'apprentissage pour ces jeunes, et les accompagne, donc que ce soit les jeunes, mais aussi les employeurs sur la mise en place de ce contrat-là. On a aussi, comme je vous ai dit, on est les premiers et les seuls anti-Guyane, on a aussi une mission de mobilité avec les jeunes, puisque les écoles et ces formations-là sont centralisées sur la Martinique. Ce sont des formations qui reçoivent des jeunes de Guadeloupe et de Guyane. Donc on accompagne également un certain nombre de ces jeunes sur de la mobilité. Donc ils font leur cours en Martinique et ils ont des employeurs sur leur département d'origine, donc soit en Guadeloupe ou en Guyane, et on les accompagne sur ça, puisque demain, c'est dans leur département qu'ils seront insérés au niveau professionnel. Et aujourd'hui, comment les jeunes qui seraient intéressés, parce qu'on a un vivier effectivement de jeunes qui aujourd'hui sont peut-être à la recherche de ce type de vocation, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'il faut d'abord être bachelier ou est-ce qu'on peut y accéder même en sortant de la troisième ou de la seconde? Comment ça se passe? Alors, actuellement, on n'est que sur donc les 5 formations qu'on propose, ce sont des formations post-bac. Voilà, on est sur des jeunes diplômés qui souvent ont déjà effectué une première année au sein de leur établissement et qui sur une deuxième année passent en contrat d'apprentissage. Mais il y a encore un tas de projets dans les tuyaux et on espère vraiment réussir à développer des formations accessibles même à un public éloigné un petit peu de l'emploi et de la formation et jouer un rôle d'insertion professionnelle. Comment est-ce qu'on peut se renseigner sur... Alors, on a une page Facebook, c'est simple, CFA Santé Martinique, un compte Instagram aussi, et puis un site internet, donc www.cfasanté.fr, où il y a tout un tas d'informations sur l'apprentissage, sur le CFA, sur les formations, les partenaires, etc. Voilà, l'apprentissage, c'est vraiment une voie d'excellence, une voie d'avenir, et c'est surtout une solution à destination de nos jeunes. Merci beaucoup Guillaume Renard, c'était un plaisir. On a passé, je pense, une heure intéressante. J'espère que ça vous a plu. Très intéressant. Et on espère aussi, chers téléspectateurs de Zditata TV, que ça vous a plu. On espère vous proposer d'autres émissions aussi intéressantes et enrichissantes très prochainement. Bonne soirée à vous.